je suis très heureux d'avoir l'occasion de parler ici dans le cadre de cette doctorale. Et donc je vais vous parler, alors les transparences sont en anglais, j'ai la flemme de les traduire, et par contre je vais parler en français. Voilà. Donc je vais parler de quantification par déformation et de groupe quantique. Voilà, alors ça, on va préparer un peu tout ça. Donc je vais essayer de vous dire ce que c'est qu'un groupe quantique. Enfin, c'est une idée, c'est une approche, je dirais. Mais on a commencé hier. Oui, on a exactement commencé hier. Donc voilà, j'utiliserai aussi. On a commencé hier, mais justement là, si on arrive aux mêmes choses, la façon d'y arriver, tout du moins dans la motivation légèrement différente. Après, on parlera de formules universelles de déformation. Voilà, donc la déformation, c'est ça, c'est ce qui est dans la quantification par déformation. Et puis, on mettra tout ça ensemble et on verra ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc, c'est un travail avec Pierre Biejawski, de Belgique, Francisco Andrea d'Italie, Victor Guéral de Reims en France. Voilà, apparaître bientôt. Alors, pour le coup, il y a eu une discussion entre Hilaria qui ferait les définitions de base, donc c'est Hilaria qui a fait. Donc vous avez eu hier les définitions de base, donc de façon très condensée. De façon très condensée, je rappelle donc pour ceux qui ont découvert que hier on a une algèbre associative, ça doit aller, d'accord. Et puis il y a quelque chose en plus, un coproduit, donc une dualisation, on renverse les flèches. Donc il y a un coproduit, le coproduit, c'est important, on l'a vu hier aussi, il doit être un morphisme d'algèbre, d'accord. Donc on doit avoir ça qui marche, c'est marqué. Et puis bon, il y a aussi une co-unité, on a vu hier aussi qu'il faut une antipode, donc on a vu tout ça hier. Alors, s'il n'y a pas d'antipode, ça s'appelle une bigèbre en français, bialgebra en anglais. Et alors un moyen de calcul assez pratique a été inventé par Swidler, qui va être le premier livre complet consacré aux algèbres de Hopf. Et donc on fait une sommation, on écrit ça sous forme d'une formation dans les deux copies de B ici. Et puis ça permet d'écrire les axiomes de base de façon assez pratique pour le calcul. Je vais pas faire de toute façon plein de calculs sur ça. Donc, ouais, bon, on verra après, j'allais dire, j'ai les exemples, mais les exemples vont venir juste après. Alors, bon, ça on n'en a pas parlé hier, mais c'est tout à fait... il me semblait que... Ouais, donc, on va parler de modules, évidemment. Enfin, on a une algèbre. Donc, là, on va surtout B. L'algèbre, donc on peut définir ce que c'est que des B-modules, c'est comme d'habitude. Mais simplement là, on va regarder ce B-module, il va aussi avoir une structure d'algèbre. A est une algèbre, donc il va avoir une structure d'algèbre. Donc simplement, on va dire, un module algébra, ça va être donc une algèbre qui est aussi un module sur B. On va demander une compatibilité des structures. Voilà. Et donc la compatibilité, c'est au niveau de du produit de A, j'ai un truc pour vous montrer, puis 2 minutes ne servent à rien. Et donc au niveau du produit de A, et c'est justement, là encore, ici le produit de B, il est dans l'axiome classique pour définir un module, et là on voit qu'on utilise le coproduit. Alors les autres, on peut sûrement, je vais rester très, produit, coproduit. On peut demander des choses avec l'antipode et tout ça, mais je vais jamais rentrer dans ces détails. Voilà. Ça, c'est la règle de Leibniz pour une dérivée. Absolument. Oui, c'est ça alors. Oui, oui, évidemment. Évidemment. Voilà. Donc, de toute façon, il y a 2 exemples, on a vu ça hier aussi. 2 exemples pour ces. Classiques, après on passe aux algèbres quantiques comme ça a été dit hier, mais les 2 exemples de départ, le premier c'est de voir B comme l'algèbre enveloppante, de considérer comme un exemple l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie.
Dans ces cas-là, on l'a vu hier, hein, il me semble, le coproduit, il s'appelle comme ça, et donc effectivement, c'est juste agir par dérivation, c'est-à-dire règle de la courbe. Voilà. Et le deuxième exemple à avoir en tête pour se rappeler ce que c'est qu'une algèbre de Hopf, si on ne l'a jamais vu, c'est l'algèbre de groupe, on a vu ça hier aussi, d'accord? Donc, on verra tout à l'heure, il y a un aspect dual des choses, on l'a vu hier aussi d'ailleurs, et là le coproduit c'est x temps x, et ça veut juste dire qu'on agit par automorphisme. Donc le coproduit décrit ces choses habituelles de la façon d'agir pour une algèbre de Lie, c'est-à-dire voilà, représentation d'algèbre de Lie ou représentation de Lie. Voilà. Alors, ce qu'on a vu, on peut inverser toutes les flèches. D'accord? Donc, le module, c'est quelque chose, alors j'étais à gauche, donc là qui va de B, dans A, et on peut définir des choses l'inverse, on va appeler ça comodule. Voilà. D'accord? Donc, on va faire ça, on a besoin des deux, donc on va définir ce que c'est qu'un comodule, donc là je l'ai appelé C pour changer. Puis on a juste besoin pour le coup, pour le premier point, de la structure de cogèbre de C. Voilà. Et donc, et là encore, on va agir sur une algèbre associative pareil que tout à l'heure. Donc simplement, voilà. Et là encore, la compatibilité, cette fois-ci, va venir de l'autre structure qu'on n'a pas utilisée. Sur le produit ici, sur C. Voilà. Donc, ça, on parle de co-représentation aussi, et suivant comment on regarde notre algèbre de Hopf, on pourra s'occuper de la théorie des modules ou des comodules, des représentations, des co-représentations, suivant ce qu'on veut regarder. Donc, l'exemple là, c'est l'exemple dual de l'algèbre de groupe, on a vu ça aussi hier, hein, il y avait les deux toujours qui arrivaient. Alors, fun, c'est fonction, enfin function. D'accord? Je ne précise pas, parce que hier c'était. Si c'est des groupes finis, en tout cas, des groupes algébriques, ça se passe bien, c'était ça hier. Tout va. Le problème, c'est savoir si. Une certaine algèbre de fonction sur. Ici, alors sur G, on va avoir besoin de G croix G, savoir si on peut l'écrire comme le produit tensoriel. Des deux, quoi. C'est ça l'histoire. Alors, tout on a des groupes de Lie avec de la topologie. Il faut se mettre dans un bon cadre topologique et c'est ce qui va m'occuper à la fin en fait de l'exposé. Donc, je garde ce feu de G, je précise pas quoi, en espérant qu'on trouve. Des fois, c'est pas assez facile. En espérant qu'on trouve une bonne définition, une bonne algèbre de fonctions. Ça peut être il faut un polynomial, ça peut être des fonctions avec telle régularité, Schwartz, d'autres. Voilà. On va essayer de trouver une bonne algèbre topologique de fonctions qui permettent d'écrire les structures de coproduits correctement. Voilà. Donc, si on a ça, ici, ce qui nous intéresse toujours par-dessous, hein, on va remplacer des groupes par des groupes quantiques, des choses nouvelles, quoi. D'accord? Mais on est toujours intéressé par une chose, c'est la représentation des groupes. C'est-à-dire comment ça fait des symétries en physique, on va le voir juste après. D'accord? Donc ici, si on s'intéresse, là, on a les fonctions, si on s'intéresse aux représentations de G, eh bien, écrit comme ça, il faut s'intéresser au comodule de l'algèbre des fonctions sur G. D'accord? Donc, si on cherche des représentations, on va chercher des co-représentations dans ce cadre-là. Voilà. Donc, un comodule, c'est la flèche qui va dans l'autre sens, de A dans C, là je l'ai mis à droite, d'accord? Et donc, voilà, si on voit G comme une application dans onde de A, alors, en réécrivant un peu les choses, encore là, on a besoin de séparer les deux. Il faut, quand on a des groupes de Lie, il faut un cadre qui s'y prête, mais si ça s'y prête, on peut séparer les deux, et l'application classique de représentation, elle s'écrit bien comme une co-représentation au sens de l'algèbre des fonctions sur G. Voilà. Ok. Donc, ces choses de structure étant dites, on va motiver
qu'est-ce que c'est qu'un groupe quantique et ce qu'il faut chercher. Alors, c'est extrêmement caricatural de ce que je vais dire en physique, j'espère qu'il n'y a pas de physicien. Mais ça va être extrêmement caricatural, mais c'est pour y penser. Caricature de physicien. Oui, bon, évidemment, quand même, on peut aller beaucoup plus loin que ce qui va être écrit. Donc, principalement, on s'occupe, alors en physique, pour avoir une théorie, on a une algèbre d'observables. Alors, une algèbre d'observables, ça va être en mécanique classique, ça va être des fonctions sur une variété symplectique. Je vous rappelle qu'en mécanique quantique, on va changer les choses, ça va être des opérateurs sur un espace de Hilbert. Alors, tout ça forme des algèbres. Si on a des fonctions sur un espace commutatif, ça va être commutatif. Si on a des opérateurs, ça va être non commutatif. Tout ça, ça forme des algèbres, on va appeler ça algèbre d'observables. Mais ce qu'on va mettre aujourd'hui, c'est que souvent, enfin, avec une théorie physique, il y a aussi un groupe de symétrie qui va voir comment on peut transformer nos observables, passer l'un à l'autre par certaines transformations. C'est bien d'avoir des symétries, hein. Vous connaissez le théorème de Noether qui permet quand on a des symétries, de simplifier les choses. Voilà. Donc, maintenant, le deuxième ingrédient, enfin, plutôt la deuxième partie l'exposé, il y a les groupes quantiques, mais il y a aussi la quantification par déformation. Alors, cet après-midi, mademoiselle Chadan va vous expliquer ça bien en détail. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Et donc, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire, on va déformer, on va garder l'idée générale. Donc on va essayer de déformer. Alors, l'idée de la quantification par déformation, c'est qu'on va déformer A, voilà, avec l'idée de trouver, on va dire, grosso modo, des nouvelles théories physiques. Alors, ça se passe... C'est un peu ça. Alors, du moins, ça se passe assez bien si on prend la mécanique classique et on prend comme paramètre de déformation 1 sur la vitesse de la lumière. Et dans ces cas-là, quand c'est 0, on a la mécanique classique, et puis quand ça devient un peu plus grand, on obtient la mécanique relativiste, ça s'écrit bien. L'idée de la quantification par déformation, c'était d'obtenir la mécanique quantique. Voilà. Bon, mais je ne vais pas rentrer ça dans les détails de ça. Mais l'idée, ce serait ça, là. On déforme une théorie physique. Et mon problème ici, pour les groupes quantiques, c'est, ok, mais alors, comment? Alors, on a A, une algèbre déformée, un A-titre, je vais l'appeler bientôt comme ça, mais que devient les symétries qui agissaient sur A? Que devient... voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui devient une fois que A est déformé? Est-ce que il y a les mêmes symétries qui s'appliquent ou pas? Voilà. Est-ce qu'il y a apparaît de nouvelles symétries? Alors on va mettre ensemble maintenant. Alors on va prendre toujours deux côtés qu'on va voir comme dual, l'approche algèbre enveloppante, et de l'autre côté, on verra tout à l'heure, enfin juste dans la même diapo, l'approche par fonction sur le groupe. D'accord? Donc, on a dit qu'on avait un groupe G qui agissait sur notre algèbre d'observable, sur A, notre algèbre associative. Pour passer au truc infinitésimal, on a besoin de prendre les vecteurs, c'est infini. Donc ça, c'est ça, mais si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez ne pas en tenir compte. Simplement, on a une application de l'algèbre, on a automatiquement une action de l'algèbre de Lie par dérivation. Donc, toujours module algèbre sur sous-algèbre de A raisonnable. Voilà. Donc, c'est exactement dire, là, c'est juste une redite, que cette algèbre, disons, A est un UG module algèbre. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans les diapos sur ça. Voilà. Et donc, on veut déformer A, et A va devenir A-tilde. D'accord? Donc, la question, est-ce que le A-tilde, le nouveau A déformé, ont quand même peut-être une toute petite idée quand même pour la déformation. Principalement, on déforme, je crois que c'était marqué sur la diapo d'avant, on déforme le produit de A, et si on a F, G dans A, on va... Alors, si on voit A comme une algèbre commutative au départ, oui, on n'est pas obligé. On va essayer de construire un nouveau produit F étoile G, tel que le premier ordre, ça sera le produit de A original, quoi. Voilà, ça c'est un nouveau, et puis on va prendre un paramètre
et on va mettre certaines fonctions de f et de g, b plus t carré, etc. On va déformer comme ça formellement avec un paramètre t. Et alors par exemple, si ce produit-là était commutatif, ce que j'avais commencé à écrire, mais c'est obligé a priori, et bien on peut essayer d'en construire un qui ne soit pas commutatif, c'est-à-dire que C1 de fg, c'est pas C1 de f et toutes les autres dimensions aussi. Voilà. Donc c'est juste pour donner une idée de la déformation quand même, parce que j'ai dit que je restais vague, enfin quand même, c'est voilà, obtenir un nouveau produit en faisant une série formelle de termes en fg, et donc d'obtenir un produit. Alors le produit, aussi pour finir, puisque là on est en formel, le produit il va être sur les séries formelles à valeur dans A. Le produit, il ne va pas être sur A proprement dit, il va sortir de A immédiatement. Oups. J'ai un problème de notation. Ça veut dire quoi A infini? C'est les vecteurs, c'est infini de la représentation. Oui, enfin, l'application, il faut qu'elle soit là où la différente. jette de peut agir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on réduit là où on a en dimension finie, il n'y a pas de problème, mais en dimension finie, il y a un problème. Oui, c'est ça, j'ai dit, c'était pas si. Enfin, il faut que ça ait un sens, pour que ça ait un sens, on réduit un peu. Voilà. Alors, est-ce que c'est toujours un UG module algèbre? On agit sur les fonctions continues de l'algèbre. Plutôt a priori non. Alors maintenant le dual, je vais aller un peu plus vite. Donc toujours on a le même départ. On a toujours G, un groupe de Lie, disons, qui agit sur mon algèbre observable. D'accord. Donc on a vu tout à l'heure immédiatement que ça faisait de A un f de G comodule algèbre. Ça c'est une traduction pure, c'est de la redite, c'est uniquement cosmétique. Voilà. Pareil, on déforme en un atide, et puis on se pose la même question. D'accord? Voilà, et on a la même réponse, évidemment, c'est totalement dual, on arrive aux mêmes choses. Alors, on peut appeler ça, suivant la littérature de physique, ça s'est écrit comme ça, d'accord? Une brisure de symétrie, en français, brisure de symétrie. Voilà. Et donc, l'idée suivante, c'est la question qui est là, est-ce qu'on peut, de même qu'on a déformé A, est-ce qu'on peut déformer l'algèbre de Hopf? Enfin, est-ce qu'on peut déformer? Alors, le groupe, moralement, on va passer par l'algèbre de Hopf, parce qu'en fait, on va quitter les groupes, on va quitter les algèbres de Lie, en fait. Cette déformation, ça ne va plus être un groupe, ça ne va plus être une algèbre de Lie. D'accord? Et c'est pour ça que, et les deux exemples de algèbre de Hopf, c'est groupe algèbre de Lie, mais justement, on va vers... Donc, on a vu hier que le groupe algèbre de Lie, quand on a un groupe qui a priori n'est pas commutatif, le coproduit, delta de x et x pense x, c'est commutatif, c'est co-commutatif, on dit, d'accord? Donc il y a une partie qui est commutative, et de l'autre côté, oui, enfin, non, c'est pareil, c'est pareil pour l'algèbre enveloppante. On a toujours un côté, ou si on, alors non, si on passe aux fonctions, c'est là qu'on a, si on passe aux fonctions sur le groupe, pour le coup, on va avoir bon, les fonctions sur le groupe, le produit est commutatif, mais le coproduit, c'est juste, on l'a vu hier, c'est juste, c'est la fonction qui à x, y va associer f, f de x, y. C'est ça delta f en x, y. F, c'est le produit du groupe. Donc le coproduit, lui, sera plus commutatif, plus co-commutatif. Donc, sur les exemples de base, dans l'exemple groupe, algèbre de Lie, fonction sur le groupe, on a des choses qui sont ou commutatives ou co-commutatives. D'accord? Mais si on va vers quelque chose qui n'est ni commutatif ni co-commutatif, ce qu'on a vu hier, eh bien, il n'y aura pas derrière un groupe ou une algèbre de Lie au sens classique du terme. Donc c'est les algèbres de Hopf qui vont remplacer cette notion. Les algèbres de Hopf incluent la théorie des groupes, la théorie des algèbres de Lie, et pas mal d'autres choses, et vont plus loin. Donc on va déformer dans la catégorie des algèbres de Hopf. Donc, de l'autre côté, c'est pareil, on déforme aussi, c'est totalement dual. Dans la littérature, enfin historiquement dans la littérature, les deux aspects se développent, parfois parlent entre eux, parfois pas trop, mais il y a toujours les deux côtés qui peuvent apparaître. Voilà. On prend le côté qui nous arrange le plus, des fois c'est plus facile de calculer d'un côté ou de l'autre. Il fallait être Greenfeld pour avoir le culot de briser la commutativité des deux côtés. Oui, ça c'est donc Parce que jusque-là, on avait quelques exemples tout à fait ridicules. Il y avait
Oui. Ni commutatif, ni commutatif, c'est des exemples ridicules. Ouais. C'est assez enfin je sais pas, ça, historiquement, il y avait pas mal de gens, je sais pas bien, cette histoire je la connais pas très bien, mais il y avait un certain nombre de gens, soudeurs, et qui travaillent, enfin pas mal, un certain groupe de gens dans le monde qui travaillent sur l'algèbre de Hopf de façon assez confidentielle, il me semble. Je sais pas. Surtout, ça restait. Voilà, ça restait dans un domaine très. Et pour le coup, ils avaient envisagé ça avec des exemples pas forcément incroyables. Mais alors, tout d'un coup, Drinfeld arrive, et mine de rien, quand même, les techniques qu'ils avaient développées dans ces trucs-là prennent tout leur sens sur des exemples corporatifs. Tout à fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'un groupe quantique? On va le définir comme ça. Alors, je l'ai dit à l'oral, ça on l'a vu un peu hier, c'est un groupe quantique, finalement, ce serait une algèbre de Hopf non commutative et non co-commutative, d'accord? Mais moi, je veux le voir un peu comme l'origine des groupes de Lie, c'est-à-dire des groupes de transformation, d'une certaine algèbre en l'occurrence ici. Donc, pour moi, les groupes quantiques, c'est ça, voilà, c'est les déformations des symétries classiques, d'accord, qui vont réaliser les symétries de l'algèbre déformée. Donc c'est une algèbre de Hopf déformée qui réalise les symétries de l'algèbre de la nouvelle algèbre déformée. Voilà. Donc, c'est ce que je dis, hein, c'est restrictif. J'ai dit la chose la plus générale, enfin assez générale du cas non commutatif, non commutatif. Enfin, l'avantage, pour que je vois là, c'est de rester avec l'idée du groupe de Lie un peu derrière. Alors, bon, c'est bien gentil tout ça, mais voilà, est-ce qu'on peut le faire? Oui, quand même, je ne vais peut-être pas commencer pour vous dire que j'y arrivais pas. Donc, on va essayer. Alors oui, on peut le faire, et même, il y a, pour ceux que ça intéresserait, cet article de Giacinto et Zhang est vraiment très limpide, très très lisible, voilà, ça se lit linéairement, c'est à la fois, il y a tous les exemples, pas mal d'exemples et suffisamment divers pour se persuader de l'utilité des choses, et à la fois, voilà, tout est bien posé, parce qu'il y a un article, tout vient d'un article originel de Drinfeld qui s'appelle Quasi-Hopf algebras, c'est celui-là, Quasi-Hopf algebras, mais bon, cet article-là est très dense, avec d'ailleurs un but qui est bien au-delà de ce que je raconte, mais où tout le matériel, ils sortent le matériel qu'il faut pour mettre en place ce genre de choses. Alors on va regarder. Il faut dire que ce sont des élèves de Gerstenberg. Oui, Zhang aussi, en fait, je ne connais pas, je connais l'un, mais il faut le mettre. Juste une question, Zhang, c'est celui qui est allemand? Qui ça? Non, je crois pas, je le connais, oui, en fait, je ne l'ai jamais rencontré. Anthony Giacinto, je le rencontre régulièrement, mais ouais, j'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Okay. Je crois pas, hein, parce que sinon, pour le coup, oui, c'est ça, pour le coup, je l'aurais sûrement rencontré. Ok. Est-ce qu'il même continue à faire des mathématiques, ce Zhang-là? Je ne sais pas, parce qu'il en a un à Lyon, oui, il me semble jeune, mais peut-être que c'est sa thèse, on sait. Ouais, parce que... ça, c'est pas celui-là a au moins 45 ans. Voilà. Bref, donc, on va prendre l'élément de F, l'élément de l'article de Giacinto-Zhang, c'est un élément F qui est dans B dans B. B, c'est une algèbre de Hopf, comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est la symétrie originaire, ça code la symétrie originaire. Donc on va dire que c'est un twisting élément. Ah bah ça fait comme hier, j'aimerais bien que ça ne commence pas comme hier. Pour le coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Il faut attendre. Ah, faut attendre. J'aime pas. Bon, je veux bien attendre pour ma partie, je dirais, pour la partie de vocabulaire, quoi. Donc, ce F dans B dans B, ça, on va appeler ça donc un twist. Ah oui, carrément. Ok, super. Ah, c'est parce qu'il a pris du réseau, j'aurais peut-être coupé le réseau. Ça m'évite les... Voilà. Bref, donc, je crois que twisting élément, ça va être le nom qu'il y a dans Giacinto-Zhang, dans le papier. Drinfeld twist, en fait, c'est ce qu'on utilise maintenant, il me semble que c'est plus courant, parce que c'est défini dans le papier de Drinfeld, dont j'ai parlé. Et aussi, on peut voir ça comme un deux-cocycle. Alors, en cohomologie non commutative, je laisserai aussi, si vous voulez en parler, que vous en parliez avec Pierre, mais le premier espace ça va, le deuxième espace, c'est
ça se passe pas aussi bien que dans les jolis complexes qu'on a vus chez François, par exemple. Voilà, ça se passe moins bien. C'est ça. Mais on peut voir ça comme un dococycle avec une notion de cobord, etc. Voilà, c'est pas mal utilisé en ce moment, on en parlera plus tard. Donc, alors la première condition, bon, c'est une condition par rapport à l'unité, on peut l'oublier au sens où elle n'est pas cruciale. La deuxième condition, c'est vraiment la condition importante pour ce twist. Alors en fait, si on peut, on va le voir tout à l'heure, mais on peut tout de suite dire que, comme c'est écrit là, parce qu'on peut l'écrire en changeant, en fait, si vous définissez un nouveau coproduit qui serait égal à delta x fois cet élément f, et si vous demandez la co-associativité, ben, c'est un exercice, faites-le. Ouais. C'est un exercice, faites-le, automatiquement vous obtenez l'équation. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout à fait élémentaire. Voilà, donc, théorème, alors là, je vais faire l'aspect dual, plutôt que faire delta de x fois f, je vais, pour le coup, alors, parce que tout de suite, je vais pouvoir, en fait, quantifier n'importe quel, enfin, les deux en même temps, quoi, n'importe quelle algèbre A qui a une action 2B. D'accord? Donc, pour n'importe quelle algèbre A. Donc, voilà, donc, mu A rond F, c'est une algèbre déformée. D'accord? Enfin, déformée, on va dire, mais dès qu'on a un F, mu A rond F, c'est de nouveau, alors, de la même manière que le delta T d'ici, il est co-associatif, ce mu A rond F est associatif. Voilà, le truc là, ça va être un L pour dire qu'on agit à gauche. Et voilà, donc on a une algèbre associative. Mais avec ce même F, on peut déformer aussi B. Donc avec F, on obtient un AF, une déformation de A. Avec F, en fait, c'est marqué, je ne vais pas l'écrire, hein, le delta, bon, j'ai appelé type de la, enfin, c'est un autre, c'est bien, c'est pas la notation. Le delta prime de x, ça c'est f-1 delta f. D'accord? Voilà, donc en l'appliquant deux fois, eh bien, BF devient une bigèbre. D'accord? Et le gros avantage d'avoir une bigèbre qui s'écrit comme ça, c'est que, ben, voilà, on va faire du calcul très simple. Pour l'instant, on va faire un calcul très simple, c'est que je vous ai dit qu'il fallait, je crois que je viens de l'effacer, je vous ai dit qu'il fallait à l'origine que delta de xy, ça soit delta de x fois delta de y. D'accord? Eh bien, si le delta tilde, d'accord, c'est f, alors je prends dans l'autre sens, f-1 delta de x fois f, d'accord? Si je prends delta tilde de xy, eh bien, naturellement, hein, ça fait f-1, vous voyez bien, delta de xy f, mais je vais séparer les deux, hein, on va séparer les deux, f-1, donc on a delta de x, delta de y, ça c'est la propriété de delta, et si ici je mets f fois f-1, c'est-à-dire uniquement l'identité, j'obtiens qu'en fait, on a bien delta tilde de x fois delta tilde de y. Voilà, immédiatement. Donc on conserve la compatibilité avec le produit non déformé. UB, il n'est pas touché. D'accord? C'est des déformations spécifiques. Il y a fort longtemps, on a appelé ça préféré. Mais voilà, c'est des déformations fort spécifiques. Le coproduit n'est pas déformé. Mais le produit n'est pas déformé. Bon, et, alors, ou l'inverse, suivant l'aspect dual, etc. Là, je ne suis pas. Ça, mais pour le coup, rassurez-vous, on déforme. Enfin, le seul qui est déformé, c'est le commutatif, qui devient non commutatif. Et l'autre étant aussi non commutatif, on a bien la double non commutativité. C'est quoi faire? J'ai manqué la définition de. Quoi? Ah, L et R, c'est agir à gauche, agir à droite. En fait, ouais, c'est ça. Agir à gauche, agir à droite. Il y a besoin, parce que sinon, enfin, voilà, il faut que les actions commutent. Sinon, ça. Comme un bimodule. Ok. Et donc, on s'y attend un peu. Hein. Voilà. Une fois qu'on a AF, une fois qu'on a BF, bah, eh bien, ça se passe très très bien. BAF devient un BF module algèbre ou un BF comodule algèbre si on a la vision duale. D'accord? Donc tout se passe bien. Donc ça, c'est le tout début, première page de Yakin-Tozong. Après, on s'occupe. Alors, si on fait de la quantification par déformation, eh bien, on va vouloir avoir, alors c'est ce que j'ai appelé T tout à l'heure, ici je l'ai appelé nu, d'accord? Mlle Chadan vous l'appellera H, chacun a son choix. Je crois que je l'appelle θ un peu plus loin d'ailleurs, aucune cohérence. Mais donc, on a un paramètre, et on va dire, ça commence par l'identité, c'est-à-dire ça fait rien, et puis après, voilà, N1, F1, 1, F2, etc. On va chercher des choses comme ça. Donc,
Cette fois-ci, on ne va pas déformer B, mais en fait, on va déformer B, les séries formelles sur B. Voilà. Donc, premier exemple, eh bien, U de R de N, je vais le voir comme généré par les dérivés partiels X, Y, I, d'accord? Et on va prendre P, qui est crochet de poisson, quoi, qui est cette histoire. Oui, c'est ça. Et donc, on prend, et donc pour le F, ben voilà, on va faire, il faut bien le décrire avec faut bien écrire les choses avec les indices comme il faut, mais c'est l'exponentielle, le seul sens que peut avoir le truc exponentiel nu P, d'accord? Et donc on voit bien on commence par 1 et puis on continue comme ça, d'accord? Et ça fait un produit, alors là aussi vous l'aurez vu cet après-midi, mais c'est quelque chose qui a été montré dans les années 40, qui s'appelle le produit de Moyal sur, alors ici on se place sur C infini, mais sur une algèbre de fonctions sur R2, sur R puissance 2n. Voilà. Alors, il y a une forme de... Alors, déformer les fonctions C infini pour un certain groupe, ici c'est ce qui nous intéresse, enfin, il faut le groupe. Déformer ça, il y a quelque part dans un autre papier de Greenfeld, un des premiers, en fait, dès qu'on a une telle formule de déformation universelle, d'accord, en fait, il y a une correspondance biunivoque, on dit, avec les produits invariants à gauche sur C infini de G, c'est-à-dire tous les produits qu'on peut écrire comme j'ai écrit tout à l'heure sur les séries formelles à valeur dans C infini de G. Donc en fait, avoir l'un ou avoir l'autre, avoir un produit invariant à gauche sur les séries formelles ou avoir une formule de déformation universelle sur UG, c'est la même chose, exactement. Si vous voulez un exposé de ça, c'est fait au début du bouquin de Majid, un joli livre tout rose, avec marqué quantique dessus. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire voilà. Donc, maintenant, alors, il y a d'autres exemples dans Jackie Poisson, donc voilà, c'est plus recherché évidemment que simplement ce produit qui était déjà fort bien connu. Donc, comment adapter? Alors maintenant, on va se poser une question différente. Je vais quitter les déformations formelles, les déformations avec des structures sur l'algèbre des séries formelles, et essayer d'obtenir quelque chose qui soit vraiment B, qui soit vraiment A et vraiment B pour les symétries, essayer d'être convergent. Alors, évidemment, on y pense, pour ceux qui connaissent un peu, on y pense parce que le produit de Moyal, il est écrit de façon convergente. Donc on peut, voilà, la S c'est l'algèbre de Schwarz sur R2N, et ok, ce truc-là a un sens, je l'ai réécrit de deux manières différentes. Si on fait ça, donc on déforme à l'aide du crochet de poisson, la forme symplectique correspondant au crochet de poisson, et donc on écrit ces formules et on peut montrer que ça a défini un produit associatif et que topologiquement c'est bon, ça marche bien, on reste dans l'algèbre S de R de N. Voilà. Alors, ça a été fait de façon plus générale. Alors, oui, il y a un truc que j'ai pas dit, je me dis que je voulais dire quelque chose. Pourquoi universel? Je vous rappelle que, vu le théorème d'avant encore, dès qu'on a une action de B sur A, on peut tout faire. Donc, dès qu'on a une action, on peut déformer le truc qui agit et on a une déformation de ce sur quoi on agit et on peut déformer la chose qui agit. Voilà. Donc ça a été fait, c'est 86, dans les années 80 par Mark Riffel, et donc dans un cadre topologique et cadre de C étoile algèbre, je n'ai pas voulu aller là, mais ça marche, cette formule marche dans ce cadre-là. Donc dans un cadre de C étoile algèbre, et donc, dès qu'il y a une action, alors derrière 2n, c'est un peu plus général dans Riffel en fait, mais dès qu'on a une action derrière 2n sur A, voilà, on peut automatiquement obtenir une déformation de A. Donc, voilà. Donc, alors, on est en presse étoile, et puis après, il faut faire le travail topologique pour obtenir des choses complètes. Donc, on a un noyau, et puis des actions qui vont agir sur les éléments de A. Donc, on va faire la même chose, d'accord? Donc, l'idée, alors je vais juste faire l'idée, d'accord? Donc, l'idée, on a notre produit sur B, d'accord? Et s'il est donné, alors c'est un produit, nouveau produit, quoi, nouveau formé,
et on va chercher des formules avec un noyau comme ça, et bon, des actions ici, on a des actions droite, mais on a un produit avec un noyau. Alors, il faut que ce noyau définisse un produit associatif pour G. On a vu que trouver des produits associatifs, ça permet de trouver des formules de déformation universelle. D'accord, tout à l'heure, le truc de Drinfeld. Donc on va chercher comme ça. On va chercher comme ça parce qu'en fait on les avait déjà, quelque part. Alors, il y a des formules qu'on avait déjà, c'est la diapo d'après, qui permettait d'y croire plus que ça. Voilà. Donc voilà, maintenant, ça c'est sur B, sur le truc qui agit. Sur A, le truc qui est agi, d'accord, eh bien, on reprend le même noyau, d'accord, et via l'action alpha de X, d'accord, là c'était l'action spécifique de B sur B, là via l'action alpha qui agit L sur A, on obtient aussi un produit associatif sur A par ces formules d'intégrale à noyau. Alors tout le problème de ça, c'est de les faire converger. Voilà, enfin, qu'elles soient stables dans un certain espace technologique. Donc, un twist convergent, hein, pas formel, ce serait voilà, quelque chose comme ça. À l'arrière, on peut même en fait identifier totalement la donnée de f par la donnée du noyau. Donc on a un noyau, on a un f, et on peut écrire des choses comme ça. Donc dès qu'on a une formule de ce type, ce sera ça les formules de déformation universelle dans le cadre convergent, on peut déformer tout algèbre qui est agi par B. Voilà. Alors, ça c'est l'idée pour trouver quelque chose. Est-ce qu'il en existe? Alors, je ne vais pas... le temps en plus passe vite quand même, donc je ne vais pas aller... Alors, oui, ça existe, d'accord? Alors en fait, c'était Pierre Bielawski, un des co-auteurs, qui avait fait un travail sur ça. Bon, alors, le groupe là, bon, on a besoin de toute la généralité, mais en fait, vous regardez que les formules sur AZ, regardez comment ça se multiplie ici, en faisant V égale 0 partout, A', Z', et en fait, ce groupe-là, c'est le groupe qu'on appelle AX plus B. Hein, donc c'est juste... Alors, c'est non commutatif, hein, voilà, et donc, c'est des formes... Donc, alors, vraiment... on a déjà ça, mais ces groupes-là sont plus larges, et en fait, on verra à la fin, juste en disant que ces groupes-là, ces groupes S, sont des building blocks, des blocs de construction de toute une classe de groupes. Donc on récupère une assez large classe de groupes, en fait, comme ça. Voilà. Alors ils sont très sympathiques, ces groupes, hein, ils sont exponentiels, ils sont... voilà. Alors, il y a des formules, elles sont tout à fait... et encore, ça peut être bien plus terrifiant. Mais donc je ne veux pas du tout vous les raconter, ces formules, mais simplement, Bielawski et Guéral obtiennent directement, disons, un théorème de Riffel, quoi. Exactement pour tous ces groupes. Ils obtiennent un théorème de Riffel, c'est exactement la même chose. Alors, bon, tout le truc est de définir une intégrale aussi. Enfin, tant qu'on est sur des fonctions à support compatéllant, tout va bien, mais on en sort immédiatement. Et donc, pour refaire le produit, il faut trouver un espace où c'est stable. Alors, on passe par Fréchet, puis après... c'est un chemin aussi qu'a pris Riffel, mais la technologie, il faut beaucoup la modifier pour obtenir ces groupes-là. Voilà. Donc, maintenant, on se rappelle, on a un twist convergent sous forme d'un noyau, comme ça. Alors, parce qu'on s'est occupé de A, là, hein, on a une action et on s'est occupé de A. Alors, qu'est-ce qui se passe sur B? Donc, on se rappelle que ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait avec les A. Et maintenant, vous vous rappelez, il faut faire F-1 delta F de façon duale. Alors on va faire ça pour obtenir un produit. Donc on va inverser L. Alors on travaille un peu et on trouve, c'est très facile en fait, on trouve que, alors on a paramétré, mais on peut oublier de paramètres. En fait, c'est juste la conjugaison et ça marche. Il suffit de vérifier les intégrales et on trouve que le F-1 s'écrit comme ça. D'accord. Alors, c'est un nouveau noyau qui est essentiellement le complexe conjugué. D'accord. Et avec ce nouveau noyau K-bar, eh bien, on va créer. Alors, là, c'est juste qu'il faut, de la même manière, il faut agir à gauche, à droite. Donc, on prend un F-1, on refait ça, et là, on va avoir un autre produit associatif si on veut, mais c'est pas bon. Parce que ça fait un autre noyau et tout va bien fonctionner. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, c'est qu'on va combiner F et F-1. Et on va obtenir un doublement twisté, un produit doublement twisté, étoile D, qui va être, c'est exactement la transposition de coproduit qui se transforme en produit, et c'est le F-1 delta F, c'est exactement ça qu'on a fait, d'accord? Mais avec ces formules intégrales, pour le coup, du moins, dans nos habitudes, ça nous arrange de l'écrire au niveau du produit. Voilà, alors on peut les écrire, ça fait des formules, bon, c'est pas du tout, enfin on met tout ça ensemble, on a des grosses formules, bon, si on remplace les K par vraiment les
parce que ce que vaut les noyaux K, c'est assez atroce, mais quoi qu'il en soit, on s'en débrouille. Et puis donc, la proposition pour avoir un groupe quantique, voilà, alors là c'est de type, donc on est pas sur le côté algèbre en Lorentz, donc des fonctions sur le groupe, d'accord, déformées. Et bien, donc, on prend l'algèbre, elle ne change pas, on espère, alors c'est mon fun tout à l'heure, il s'est transformé en F ronde, une certaine algèbre de fonctions sur S, ce produit doublement twisté, et puis delta 0, j'ai mis 0 pour insister, je ne l'avais pas appelé comme ça, mais le coproduit ne change pas, je vous rappelle. D'accord ? Je vais reprendre, donc, je vais me contenter de suivre un peu. Donc on en était où ? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Oui, ben maintenant, tout ce qui nous reste à faire dans le reste du temps, et c'est ce qui nous a pris le plus de temps, soyez bien sûr, mais c'est ce qui va nous prendre le moins de temps aujourd'hui. D'accord ? C'est F, là, le F ronde ou le fun. Voilà. Ça, voilà, parce que ça, tout marche bien. Vous prenez, vous transformez vos intégrales à la main, vous faites tous les changements de variables que vous avez envie de faire, mesure de A, enfin voilà. Vous vous débrouillez, vous faites tout ça et vous pouvez tout montrer éco-associativité. Enfin, tout marche remarquablement bien. Sauf que moralement, éventuellement, vous manipulez des intégrales qui n'ont aucun sens. L'intégrale n'a pas de sens, elle n'est pas. Enfin, si on parle de fonctions à support compact, ça se passe bien, mais après, ça se passe. Quand on remet quand on fait l'associativité, par exemple, c'est déjà fini. Ça ne marche plus. Voilà, ça va revenir ou pas ? Bon, alors, je vais commencer à penser à utiliser que le tableau, mais c'est pile le moment où disons que c'est un peu moins facile, on va se débrouiller. C'est quoi, c'est une lettre chauffée donc, je vais me passer à moi déjà pour reprendre les idées dans le bon sens, pas oublier de choses surtout. Ouais. Ah oui, alors, ça c'est pas mal. En fait, ces formules qu'on obtient là, F égale donc l'intégrale sur G croix G, avec un certain niveau K de XY, on avait alpha X tends alpha Y. Il faut donner donc un sens. Il faut donner un sens à ça, mais en fait, on peut faire ce qu'on appelle une. On voit mieux comme ça. Okay. Une extension du passé en français. Asymptotique, un développement asymptotique, un développement avec θ dans mon noyau, d'accord ? Il y avait un paramètre θ dans mon noyau, et moralement, je peux faire un peu comme une série de Taylor, si vous voulez, enfin, tout ça, il faut justifier évidemment, mais je peux mettre ça comme une série, d'accord, et regarder les termes de la série, où on repasse en série formelle, d'accord. Il faut montrer après que la série, enfin, qu'au sens des déformations formelles, on a bien un produit associatif, etc. On peut faire tout ça, mais quoi qu'il en... Alors, ce que je veux dire, c'est que ça va donner, je vais noter comme ça dans le papier, ça va donner un F qui va appartenir bien justement à ce qu'il faut, tout du moins, oui, à UG, alors 2 fois tensoriel, et les séries formelles en θ. On va obtenir un F qui est là-dedans. Il est là. Voilà, c'est marqué. Mon G, c'était mon S de tout à l'heure. Et ça marche. Voilà. Ça, je ne vais pas... ça, je ne comptais pas de toute façon le raconter. C'est juste pour vous dire que grâce à cette intuition que donnent ces intégrales a priori non définies pour l'instant, d'accord, grâce à l'intuition que se donnent ces intégrales non définies, d'accord, proprement, on peut néanmoins avoir, en développement, en faisant des développements asymptotiques, on peut obtenir des séries formelles, on peut montrer que ces séries formelles sont bien, définissent bien une quantification par déformation au sens habituel, et on obtient une algèbre quantique vue comme on a vu hier. On a des formules explicites, on la voit ici, on obtient une algèbre quantique, donc là pour le coup on est dual, donc le mu n'a pas changé, c'est le delta qui a été changé sous la forme f-1 delta f, voilà, et puis on peut aussi récupérer la formule. Alors ces formules là de construction pour l'antipode, elles ont déjà été écrites moralement, elles sont dans Greenfeld déjà. Voilà, mais par contre, c'est avoir le F explicite, donc c'est des nouveaux exemples. Alors, aussi dans Greenfeld, tout de suite on trouve la notion de groupe quantique quasi triangulaire. Et en fait, la R matrice, c'était des choses qui étaient beaucoup dans les travaux au début. Elle s'exprime comme ça en fonction du twist, et on obtient aussi
Le S carré qu'on a vu hier, on peut montrer que c'est pas l'identité. Voilà. Donc on a une bonne algèbre quantique sympathique. Voilà. Alors les formules, elles sont... je voulais, on l'a fait, hein, d'accord. Je voulais pas juste... voilà, on sait faire. Mais c'est bon. Alors maintenant, dernière partie. Eh bien, je vous dis, il faut que cette intégrale elle ait un sens. Enfin, c'est un gros travail. Bon, le gros travail topologique a été fait par Bielaski et Guéral quand ils ont fait le théorème à la Riffel pour la classe de groupe dont j'ai parlé. Mais il faut le réadapter parce qu'on fait deux fois les choses. Il y a une adaptation à faire et donc c'est un peu ça qu'on va raconter très rapidement. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Aussi pour dire pour les étudiants que bon, c'est des problèmes algébriques. On est sur des... comment dire, ces choses agissent naturellement en théorie physique sur des variétés symplectiques, d'accord. Donc ça c'est de la géométrie. Et puis maintenant pour en faire quelque chose d'un peu... Enfin, voilà, il faut faire un peu de topologie. On a vu aussi dans le... Voilà, il faut faire de la topologie pour obtenir des choses qui ont un sens. Enfin, tout du moins, ça a un sens aussi en formel, on peut en faire d'autres choses. Mais tout du moins, on peut vouloir aussi aller vers ça. Donc on mélange tout, quoi. On fait là, le papier dont j'ai parlé au début, c'est essentiellement 90% de grosse analyse. D'accord. Voilà. Mais jouant avec les formules dont j'ai parlé jusque-là. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut, alors, dans un espace... Alors, on a vu que l'espace de Schwartz, ça marchait pour Moyenne. D'accord. Alors, est-ce que ça marche? Ah oui. Il existe un espace de Schwartz adapté tel que ça marche. Mais on obtient quelque chose qui est fréché. Ça veut dire que les applications produits-coproduits, je parle que de Bigèbre, et on peut aussi aller... Voilà. Il faut avoir fréché. Alors, il faut aussi... On a le problème de séparer, là, on a comme les fonctions de G sur G croix G, il faut que la fonction de G tenseur fonction de G. Il y a ce problème-là. Alors, pour faire ça, on parle de multiplicateur. Et bon, donc en élargissant un peu les choses, on arrive à donner un sens. C'est très classique hein, de faire ça pour les groupes quantiques, je dirais convergents, donc c'est rien d'exceptionnel. Mais donc c'est Fréchet, voilà, donc non commutatif, non co-commutatif. Donc on a un groupe quantique de Fréchet. Sauf que c'est pas bon, oui, ça va, mais ça n'intéresse pas un maximum de monde des groupes quantiques de Fréchet. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? On a vu dans Riffel et dans Bielaski-Guéral qu'on est allé à C étoile. Alors, rapidement, pourquoi c'est intéressant d'aller vers C étoile? Parce que ça intéresse plus de gens, ça peut être une réponse. Il y a une vraie raison, évidemment, très importante. C'est qu'en fait, ce cadre de topologie C étoile, si vous ne savez pas ce que c'est pas si grave. C'est Banach. Prenez Banach, Fréchet Banach dans vos cours. Mais donc, c'est des choses qui sont Banach avec plus de conditions. Et on est vraiment dans le cadre de la géométrie non commutative, telle que définie par Alan Kohn. D'accord. Donc, alors, je vais rappeler rapidement l'origine de la géométrie non commutative de façon très large. C'est le théorème de Gelfand qui peut vous montrer ça en master sans problème, qui montre, vous prenez une C étoile algèbre commutative et toute C étoile algèbre commutative peut être vue comme l'algèbre des fonctions alors complexes, puis j'en ai oublié un morceau, qui sont décroissantes qui vont à 0 à l'infini. J'ai oublié la partie de la phrase. Hein. Donc ces 0, c'est des fonctions qui vont à 0 à l'infini. Voilà, de chaque... qui vont à 0 à l'infini. Donc, voilà, je répète, puisque comme j'ai oublié la phrase, donc toute C étoile algèbre est un C0 de X pour un certain X. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, c'est formidable. Alors, l'idée de la géométrie non commutative, pour aller très vite, c'est que si je veux travailler sur des espaces non commutatifs, des X non commutatifs, eh bien, c'est pareil que travailler. Tout ce que je fais sur X, je peux le faire sur la C étoile algèbre commutative. Tout se traduit, ça se passe très très bien. Vraiment, voilà. Et donc, de la même manière, si je fais plein de choses sur une C étoile algèbre non commutative, ça veut dire que je suis en train de travailler sur un espace non commutatif. Alors, on ne sait pas définir ce que c'est l'espace non commutatif, mais on sait définir les fonctions, moralement, sur cet espace non commutatif. Donc, c'est vraiment la base de ces développements, et qu'on a connu des développements remarquables. Voilà, la géométrie non commutative, maintenant, on pourrait dire que c'est un domaine à part entière. Voilà. Donc, c'est notre motivation. Et il se trouve que dans ce domaine-là, dès début des années 90, c'est-à-dire juste après Drinfeld, et en fait même avant Drinfeld, parce qu'il y a eu Voronovich qui a défini, pareil, il avait besoin de sortir de la notion de groupe, quoi,
D'accord, lui c'était déjà un C-star algébriste, donc il était dedans, quoi. Il avait besoin de sortir de la notion de groupe, il a donné une algèbre par générateur et relation, et puis il a fait la topologie qui va avec, et voilà, et il avait développé des outils, et c'est ce qui s'est appelé plus tard les groupes quantiques compacts. Voilà. Donc tout ça existe, alors c'est marqué, voilà, bon, j'ai mis Vandel parce que ça se lit très bien chez Vandel, qui a tout, il a fait comme un livre, oui, vraiment c'est une minute ou deux. Oui, ça se lit très bien si vous avez envie de lire, il a fait plein de reviews, c'est quasiment des livres complets qui se lisent linéairement, on fait la théorie de représentation de ces choses-là, tout se passe, alors c'est des courtes présentations justement, et c'est vraiment très joli, on fait tout comme d'habitude, enfin, pas comme d'habitude, mais on adapte les choses. Oui, non, c'est pas comme d'habitude, mais tout du moins tous. Enfin, on obtient les mêmes théorèmes qu'on s'attendait à retrouver, mais évidemment de façon pour cette catégorie beaucoup plus large. Voilà. Alors, principalement, c'est assez facilement défini. Hein, c'est une C-étoile algèbre avec une comultiplication. Alors, unitale, ça veut dire qu'on en est compact, en fait. C'est comme ça, c'est comme ça que c'est codé en C-étoile algèbre, d'accord. Et puis, il faut un résultat de densité par rapport au coprodique qui permet de faire les choses. Donc elle est très simple cette définition, et à partir de cette définition très très simple, on peut vraiment descendre toute la théorie, c'est très joli, et ça c'est très bien fait par Vandel. Alors là en fait on est compact, d'accord, parce que la C-étoile algèbre est unitaire, et donc qu'est-ce qu'on... Enfin, on a dit que c'était on aimerait aller vers le localement compact, et donc ça c'est Kustermans et Weiss qui ont fait le travail axiomatique. Donc alors c'est presque la même chose, sauf qu'il faut sortir de A tends A pour les mêmes raisons que tout à l'heure encore. Enfin, on n'a pas cette séparation comme on voudrait. On sort un peu, mais les multiplicateurs c'est classique. Par contre, il y a une condition qui a fait couler beaucoup d'encre mathématique, c'est qu'on est obligé de supposer l'existence des mesures de Haar dans l'axiomatique. Donc, alors que d'habitude, si vous lisez n'importe quel livre là-dessus, vous avez un groupe compact, la mesure de Haar, l'existence de la mesure de Haar, c'est un théorème. Là, on est obligé de le mettre à la base. Mais quoi qu'il en soit, bon, ça fonctionne bien. Alors, oui, alors ça, en fait, il y a une autre version, justement, il y a une autre approche. Ça, c'est une approche différente par les unitaires multiplicatifs. C'est dû à Bage et Scandalis. Et là, pour le coup, ça ne suppose pas cette existence de mesure de Haar, mais pour le coup, ça a d'autres défauts, on va dire comme ça. Donc, multiplicatif, alors c'est uniquement un opérateur sur... un opérateur borné sur H tends H1 à Hilbert. D'accord. Et être multiplicatif, c'est vérifier cette équation pentagonale. Voilà. Et là, le théorème qui est alors là, entre les deux, vous avez le cas non déformé, enfin le cas classique, quoi. Donc c'est juste, voilà, W, c'est le truc qui affine, alors GG' associe GG', virgule G. Voilà. Donc c'est uniquement ça. Et dans le papier de Bach-Scandalis 92, dès que vous avez ça, dès que vous avez un tel unitaire multiplicatif commutatif, c'est une propriété de commutativité dans ce truc-là, je ne l'ai pas écrit, et bien, automatiquement, c'est comme pour, vous avez une algèbre, une C-étoile algèbre commutative, c'est l'algèbre des fonctions sur un espace X, mais là, vous avez un unitaire multiplicatif, c'est forcément un groupe localement compact, il y a forcément un groupe localement compact derrière, d'accord? Donc, on peut utiliser ça parce qu'une définition possible, c'est qu'est-ce que c'est qu'un groupe quantique localement compact? Ben, c'est la donnée d'un unitaire multiplicatif non commutatif. Alors, le